Donc, on est à peu près une douzaine de présents sur ce quatrième rendez-vous, enfin ce premier rendez-vous de 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère qu'elle a bien commencé. Mais donc, ce premier rendez-vous de l'année qui vient après les trois que l'on avait donc eu ensemble l'an passé, les trois derniers Café Capteurs. On reçoit aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pardon, on reçoit Séverine Boursery, qui donc est directrice des eaux de Beaufort, avec laquelle on va parler dans quelques instants du projet de territoire justement eau des eaux de Beaufort. Auparavant, je voulais juste revenir à quelques instants sur l'actualité du réseau Capter pour vous dire donc que, et celles et ceux qui l'ont reçu, en l'occurrence la newsletter qui a été envoyée, qui a été envoyée il y a quelques jours, donc pour vous dire que le dernier Café Capter qui a eu lieu en décembre dernier avec Sixtine Geoffroy est en ligne, Sixtine Paris, pardon, est en ligne. Et puis également pour vous dire que vous pouvez retrouver toute l'actualité donc du réseau Capter et notamment la dernière journée Capter qui a eu lieu, elle, le 14 décembre dernier, donc à Dijon, qui était consacrée à la fois à trois projets de territoire, hein, à savoir l'Odyssée, le projet EADC du Châtillonnais et le projet du Haut-Doubs-Haut-Loup. Et puis également avec une intervention d'un philosophe, Jean-Philippe Pierron en l'occurrence, qui nous a parlé de la poétique de l'eau. Toutes ces interventions, les PowerPoint et donc l'intervention de Jean-Philippe Pierron sous forme d'interview en podcast sont à retrouver sur notre site. Et comme je vous le disais, normalement, si vous êtes abonné, mais je n'en doute pas du tout, si vous êtes donc abonné à notre newsletter, vous avez tous ces liens. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas évidemment à me demander par mail des renseignements, les liens pour y aller et toutes les informations que vous jugerez nécessaires. Voilà. Eh bien, il est donc 9h40. Je vous propose tout de suite de passer donc à la présentation de Séverine Boursery. Donc, je la laisse évidemment parler pendant une trentaine de minutes, comme d'habitude, et puis on fera un échange ensuite de questions-réponses et on se retrouvera à la fin de ce café. Merci beaucoup. C'est à vous, Séverine. Avec le micro, ça fonctionne mieux, effectivement. Voilà. Bonjour à tous. Séverine Boursery, je suis directrice du syndicat des eaux de Beaufort. J'ai un profil de biologiste, biologie appliquée en bac plus 3. Et derrière, j'ai des années complémentaires dans le domaine de l'eau et je suis chargée au sein du syndicat des eaux de Beaufort bien d'organiser l'ensemble du service pour alimenter l'ensemble de la population de la baie du Mont-Saint-Michel et de la vallée de la Rance. Je vais vous exposer ça. Il m'est confié pendant 30 minutes le- l'idée de vous expliquer comment sur notre territoire qui est en tension régulièrement, nous développons un territoire de l'eau avec mes élus et il m'est demandé donc de partir de la genèse jusqu'à la mise en œuvre et puis vous donner tout plein de petits détails et n'hésitez pas à rebondir pendant toute la conférence, enfin le temps qui nous est confié, eh bien des questions. Voilà, sachant qu'on se retrouve à la fin des 30 minutes. Donc, le syndicat des eaux de Beaufort, c'est quoi? C'est un service public d'alimentation en eau potable sur 35 communes situées le long de la baie du Mont-Saint-Michel. Je vous ai mis le petit Mont-Saint-Michel. Donc, l'eau potable étant un produit alimentaire, nous sommes situés donc en Bretagne, sur le pays de Saint-Malo. Et donc, notre service public, en lien avec l'usager, donc il alimente il assure l'ensemble du service eau potable. Donc, l'usager, pour rentrer en contact avec nous, il passe par le biais de Veolia, qui est notre délégataire pour la distribution d'eau potable. Et depuis 2014, comme nous sommes régulièrement en tension, eh bien, le syndicat des eaux de Beaufort a confié la production à Eau du Pays de Saint-Malo, qui est un syndicat de production qui travaille pour nous euh, et qui est chargé donc de préserver l'eau et de nous la fournir. Sur notre territoire, nous sommes 35 communes et nous disposons d'un conseil d'administration qui s'appelle le comité syndical, constitué de 35 élus. C'est un choix politique. Nous sommes un syndicat mixte et pour autant, syndicat mixte, ça veut dire que nous sommes, les adhérents, ce sont des EPCI à fiscalité propre et pour autant, nous avons mis en place des statuts un petit peu atypiques qui n'est pas
qui dépend pas du volume consommé par la population de chacune des communes ou des EPCI, mais qui dépend vraiment du territoire géographique. L'objectif, c'est d'avoir un élu référent qui soit à la fois ambassadeur et recueille des informations, des problématiques, un par commune. C'est une particularité sur notre territoire. Ça a fait l'objet d'un certain nombre de discussions avec les services de l'État. Nous ne faisons pas d'eau usée sur notre service public. En- Je vous passe peut-être le grand cycle de l'eau et son lien avec le petit cycle de l'eau. À retenir quand même que sur notre territoire, la pluviométrie elle est plutôt de l'ordre suivante. Nous avons à peu près un tiers des nuages qui viennent de la mer et deux tiers de l'évapotranspiration, hein, chez nous. Alors, comment s'est organisé notre service ces 10-15 dernières années? Ben, je vais vous expliquer dans un premier temps notre situation locale, les enjeux qui en découlent et les solutions que nous avons mis en place derrière. Donc, le pays de Saint-Malo, nous sommes en Bretagne. Alors, il paraît qu'il pleut beaucoup en Bretagne, sauf que autant il peut pleuvoir 1200-1300 millimètres sur la côte de Brest, donc là sur la partie de la carte, la partie très claire, autant sur le pays de Saint-Malo en lui-même ou autour de Rennes, il ne pleut que 650 millimètres, c'est-à-dire autant qu'à Nîmes. Et en même temps, c'est une zone touristique qui accueille de la population, enfin sa population, elle peut faire x2, x3, x4 selon les communes le long de la côte bretonne. Et il nous faut répondre à ces consommateurs, ces usagers également. Alors, que 650 millimètres de pluie par an, ce ne sont que des eaux de surface parce que nous sommes sur une petite montagne qui s'appelle le massif armoricain. Il n'y a pas d'eau souterraine en profondeur chez nous. Les eaux souterraines, c'est des nappes phréatiques des ruisseaux. Quand il pleut, euh, toute la pluie, enfin en fait, toutes nos ressources viennent de la pluie. Il apparaît donc les observations, les constats suivants. Donc janvier 2012, à 10 jours près, on coupait l'eau sur l'ensemble d'eau du pays de Saint-Malo. À 10 jours près, on coupait l'eau de l'ensemble de la population. Donc ça fait tout Saint-Malo agglomération et toute la communauté de communes d'Ol de Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire à peu près 63 000 habitants en hiver. En août 2012, on a mis en route une nouvelle usine qui s'appelle l'usine de Bois-Joli avec sa retenue, 3 millions de mètres cubes supplémentaires, ce qui correspond pour un besoin sur l'ensemble du territoire de 8 millions quand même. Donc, ce n'est pas négligeable. En hiver 2013, on observe que les retenues elles se remplissent en une dizaine de jours. Janvier 2017, à 15 jours près, malgré la nouvelle ressource, à 15 jours près, on manquait d'eau on coupait l'eau à la population. On observe une augmentation des incendies. Enfin voilà, les constats qu'on peut faire sur notre territoire qui sont alimentés par des petits ruisseaux qui vont directement à la mer, donc une multitude de petits fleuves. Alors, donc plus réactif, plus sensible. Enfin, on voit tout de suite quand on met en place une solution par rapport à une problématique, on va tout de suite voir les résultats positifs. De la même manière, quand il y a des contraintes, une pollution, une sécheresse, on va tout de suite ressentir soit la pollution, soit la sécheresse. Donc, les constats que l'on peut faire sur notre territoire, c'est autant quand j'étais jeune, 4 mois sans pluie, juin, juillet, août, septembre, c'était la normalité. Autant aujourd'hui, si je reprends 2022, la sécheresse 2022, elle est issue à 11 mois de pluie déficitaire et un seul mois, le mois d'octobre 2021, en pluie excédentaire. Et c'est ce qui explique, au moins sur notre territoire, la sécheresse. Pour autant, nous avons été en 2022 entre guillemets, 45 jours de la date de rupture d'alimentation de la population et je vais vous expliquer ce que nous avons mis en œuvre pour répondre à cela. Donc, on constate des pluies de plus en plus intenses, des sécheresses de plus en plus longues et dures.
Et notre objectif à nous, en tant que service des eaux, c'est de se préparer encore et encore. Quand on prend les registres de délibération, c'est rigolo, on retrouve ces histoires qui se répètent au fil du temps. Pour comprendre, donc chez nous, nos ressources, c'est de l'eau de surface. Il pleut, ce sont des tout petits bassins versants. Le plus loin, c'est, par rapport à la mer, la côte. Vous faites 1, 2, 3, 4 communes et là, c'est le début du bassin versant et la petite goutte d'eau, elle va assez rapidement jusqu'à la mer. Nous retenons, les l'eau de pluie via des barrages, posés sur des ruisseaux. Et là, ce que vous avez sur le schéma, c'est, le niveau, de la somme des retenues Beaufort, la retenue de Beaufort et la retenue de Mirlou, avec ces évolutions au fil du temps. Vous avez en gris un petit peu violet, la courbe crise, celle où il faut pas, celle en dessous de laquelle il convient de pas être. Et en rose très épais, vous avez la courbe d'alerte et après vous avez plusieurs courbes de niveau, de suivi pour des années, intéressantes en observation. Donc ce qu'on observe assez facilement, c'est que, les les, mmh, l'arrêt de l'approvisionnement des retenues, elle se fait de plus en plus tôt et l'on voit également, par exemple, la petite, courbe verte, 2019, des remplissages de plus en plus rapides, en fait, ce qui étaye ce que j'ai expliqué précédemment. Donc en matière d'eau potable, heu, 2 enjeux, la société, au niveau de la société, c'est le risque de coupure d'eau, personne n'en veut. Et au niveau des activités, ça met des activités économiques, en difficulté pour les différentes raisons que vous imaginez. Donc que faire? Eh bien, ce qu'on souhaite, c'est, remonter donc, le stockage d'eau dans des retenues, et puis ralentir le voyage de la petite goutte d'eau, c'est-à-dire faire en sorte elle reste le plus longtemps, possible dans la retenue sous forme de plusieurs actions. En première action, alors avant d'aller faire le ménage chez les administrés, on commence par faire le ménage chez soi. Et sur, le territoire de Beaufort, nous sommes passés entre il y a 10 ans et aujourd'hui de 73 de rendement à 92 de rendement pour un territoire que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que ça nous a permis de décaler la date de rupture d'alimentation de la population de 36 jours. On a gagné 36 jours sur la sécheresse. C'est notre contribution à une échelle un peu plus grande en intégrant les grosses villes sur notre territoire. Ça nous Ces résultats font que nous sommes appelés au niveau national et ce résultat, nous l'avons obtenu grâce à un travail collectif, essentiellement, avec, notre exploitant, Veolia. Je parle du personnel terrain et le développement de différentes, technologies que nous avons co-construit entre, Veolia et Beaufort. Une autre image, donc 36 jours gagnés, sur la sécheresse. Donc je vous disais, en 2010, on perdait 1 157 000 m3 sur 8 millions enfin, sur 3 millions mis en distribution sur le territoire de Beaufort. Et donc nous avons, jusqu'en 2022, mis en place tout un plan de charge, tout un plan d'action qui nous a permis d'économiser 828 000 m3, ce qui correspond à, 104 jours à l'échelle de Beaufort et 36 jours à l'échelle plus large du producteur qui s'appelle Eau du Pays de Saint-Malo. Le territoire de Beaufort, donc on a un patrimoine qui est devenu relativement jeune puisque, il a 34 ans d'âge moyen, mais pour autant, vous pouvez entendre des entreprises vous dire: oui, c'est grâce, au renouvellement de réseau que, que vous obtenez des bons résultats». Nous sommes en mesure de dire que la première ce qui permet, d'obtenir des résultats en matière de rendement, de perte en eau sur le réseau, c'est pas tant le remplacement de tuyaux, mais vraiment, la mise en place de la sectorisation avec la recherche de fuite en première étape et l'enquête de fuite en deuxième étape.
J'ai mis beaucoup de slides, vous les aurez dans dans vos documents par la suite. Donc, je passe très vite sur les slides parce que vous allez pouvoir les reprendre derrière et vous allez, enfin, voilà, si vous souhaitez, dans le moment questions-réponses, qu'on revienne sur des images, vous n'hésitez pas euh, à m'interpeller. Pour ceux qui ne connaissent pas un réseau d'eau, donc sur les 35 communes ici, c'est l'équivalent d'un bâtiment public, genre un collège, un lycée, voilà, un équivalent d'un bâtiment, sauf que notre bâtiment, il est souterrain, il est sous les routes, ou sous les accotements des routes, pour résumer. Et il est constitué pour le territoire de Beaufort, 2 611 000 mètres de tuyaux et 36 800 branchements aujourd'hui. Et si on veut gagner une journée sur la sécheresse, notre niveau d'intervention aujourd'hui, c'est faut réparer 120 fuites sur les colliers de branchement pour pouvoir gagner l'équivalent d'une journée de sécheresse. Alors, comment on a obtenu un 92% de rendement sur notre territoire en partant de 73%? Bon, on n'était pas bon, hein. Donc, voilà, mais comment avons-nous obtenu un 92% de rendement? Beaufort a donné la méthode à son exploitant Veolia. Et Veolia, lui, il a développé la méthodologie derrière et nous avons fait une co-construction. Donc là, je cible le sujet très sur le réseau de distribution d'eau potable. Et après, on peut élargir sur d'autres systèmes, sur les usines, sur les prélèvements d'eau. Enfin, voilà, on peut vraiment travailler sur plusieurs systèmes. Donc, première étape, nous avons sectorisé. Beaufort a demandé à ce qu'on crée des indices linéaires de perte de nuit, pas la journée, mais vraiment de nuit, entre 2 heures et 4 heures du matin par secteur, pour tendre vers 0 mètre cube perdu à l'entrée de chacun des secteurs, sachant que notre sectorisation pour les 35 communes, nous sommes à 128 secteurs suivis par le personnel tous les matins, en fait. Nous sommes fixés des objectifs. Alors, un objectif intéressant, c'est en volume perdu sur l'ensemble de notre territoire. Donc, on était à 1 100 000. Notre souhait, c'était de descendre à 350 000 mètres cubes d'eau perdue. C'était le volume que l'on acceptait, que l'on considérait comme étant raisonnable. Et pour ce faire, en sous-objectif, nous sommes fixés 11 km par secteur en moyenne. Et quand on rentre en zone urbaine, 6 km par secteur. Voilà. Euh, Tout cela a été contractualisé dans un contrat d'affermage, donc une délégation de service public entre 2014 et 2024, 9 ans et demi de contrat, avec une évolution des objectifs de rendement et d'indice de perte linéaire dessus. Donc voilà, et ce contrat, il impose à l'exploitant des objectifs de résultat. Et si il n'atteint pas ses objectifs de résultat, il s'auto-pénalise parce que c'est lui qui achète les volumes. Et quels que soient les volumes qu'il achète, on sait fixer tous les ans un volume d'achat. S'il achète plus, c'est de sa responsabilité. S'il achète moins, il est automatiquement récompensé. C'est ça la grande force de ce contrat. Et ensuite, on peut rajouter des pénalités, mais c'est moins marquant financièrement pour ce contrat. Voilà. À noter, c'est intéressant, quand je suis arrivée il y a 10-15 ans, il y a 13 ans, le personnel, il passait son temps à faire des astreintes et lors des astreintes, à faire du curatif. Aujourd'hui, le personnel, il est devenu plus technique, plus technicien, et le fait qu'il y ait moins besoin de faire d'intervention, parce qu'on est à 92% de rendement, ils font plus de préventif et ils sont passés de la démarche recherche de fuite à enquête de fuite. Enquête de fuite, ça veut dire aller chercher des vieilles fuites qui durent, qui ont de mémoire d'homme toujours existé. Et à partir du moment où on se fixe les bons objectifs par secteur, donc en tenant compte du public, dans le fin fond de la campagne où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'activité particulière, on est plutôt à tendre vers 0 la nuit. Et quand on est en centre-bourg, on peut estimer qu'il y a une petite consommation de fonds pour les différentes activités économiques. Donc là, on tolère des volumes à passer un petit peu plus importants. Et donc, l'enquête de fuite, c'est d'aller chercher justement, donc de connaître son territoire et d'aller chercher secteur par secteur
ces, ces anomalies, quoi, et aller à l'écoute d'eux et intervenir, réparer. Ça, c'est une image de notre sectorisation. Alors, pour que notre sectorisation fonctionne avec la défense incendie, parce que c'est un des sujets, chaque centre-bourg a une alimentation principale, un secours 1 et un secours 2 pour assurer la défense incendie derrière. Ce qui nous permet au passage, dès qu'il y a un gros problème, d'avoir des automatismes qui font que notre réseau, il est toujours en eau, ce qui évite la rentrée d'air, donc des purges d'eau. Ça fait partie des petits outils de travail. Ça, je vous le laisserai, hein, vous pourrez regarder, mais donc chaque secteur est représenté par un petit rond. Et donc, on essaye de ces petits ronds de toujours les faire passer sous notre objectif, notre ligne objectif, qui est marquée par des petits pointillés noirs. Voilà. En bleu, l'évolution du débit minimum total sur le territoire de Beaufort. Donc là, on voit, donc il y a 3 années, 3 lignes, donc trois années, et on voit l'abaissement d'une année sur l'autre sur, sur, en consommation de fonds, en fait, en débit de fonds. Et le troisième petit tableau, là, d'évolution, c'est ce qui ressort mois par mois, puisqu'on on se fait un point tous les mois avec le hit parade des 5 communes sur lesquelles on va travailler. Et ces communes, elles varient d'un mois sur l'autre en fonction des résultats que nous avons trouvés. Voilà, ça fait partie des outils derrière. À noter, sur un territoire comme le nôtre, il faut compter sur le terrain un équivalent de 2,75 ETP pour la recherche de fuite, si vous voulez que ça fonctionne, et une équipe dédiée qui ne fait que ça, réparer rapidement dès qu'on repère, dès qu'on a une alerte le matin, et vous avez l'équipe qui est dédiée à ça et qui va faire les réparations pour lutter contre les pertes en eau. Alors, comment poursuivre? Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher des ressources, sauf que nous sommes déjà au taquet en matière de ressources. Nos ruisseaux, ils sont déjà utilisés, en fait. Donc, nous avons deux grands objectifs avec les élus, deux grands axes. Celui de remettre le grand cycle de l'eau en route et celui de réduire nos consommations sur l'ensemble du territoire. Dans la politique de nos élus, l'idée, c'est vraiment de développer un territoire de l'eau et de fédérer l'ensemble de la population autour de cette idée de allez, on y va tous ensemble sur sur trouver des solutions pour partager l'eau entre nous. Donc, vous avez les sages, qui est le premier acteur. Et là, moi, je vous fais un zoom sur l'eau potable. Donc, pour remettre le grand cycle de l'eau en service, donc, nous travaillons beaucoup avec donc, Eau du Pays de Saint-Malo, puisque nous portons le regard général, et avec les deux sages sur lesquels nous vivons. Et donc, on travaille alors sur la pluie. Donc, comment remettre la pluie en route, sachant que donc comment accueillir cette eau verte qui est en lien avec le sol pour qu'on fabrique des cumulus et maintenir ce microclimat au-dessus de notre territoire, puisque on voit que chez nous, on n'est que à 650 mm de pluie. Et si on veut garder quelque chose, il nous faut de la végétation pour maintenir un cycle de l'eau complémentaire à ce grand cycle de l'eau international. Et le deuxième, c'est ralentir la petite goutte d'eau, le voyage de la petite goutte d'eau jusqu'à la mer. Et pour ce faire, eh bien, toutes les solutions qui permettent de retenir l'écoulement de l'eau, ce sont les mêmes, hein, les solutions pour lutter contre la sécheresse ou les solutions pour lutter contre les inondations, ce sont les mêmes techniques. Eh bien, on stocke l'eau dans le sol et ensuite les ruisseaux. Un ruisseau, c'est pourquoi on a de l'eau dans un ruisseau? Parce que le ruisseau, il draine le sol. Et donc l'idée, c'est de ramener de l'eau fraîche toujours dans les temps. Donc, jouer sur le temps pour pouvoir récupérer cette eau.
En données que nous disposons chez nous, alors je ne sais pas si c'est la même chose partout, mais en tout cas, on a ça chez nous. Une zone humide, chez nous, c'est à peu près 1 mètre cube de terre, ça peut aller entre 50 et 80% d'eau. Donc, presque 1 mètre cube de terre, ça fait presque 0,8 mètre cube d'eau. Et une haie bocagère, donc on contribue, le syndicat des zones Beaufort contribue au Braille bocage. Eh bien, 1 mètre de haie, c'est entre 7 et 8 mètres cubes de stockage d'eau. Fossé à nous planter, plus précisément, c'est entre 7 et 8 mètres cubes de stockage d'eau en données sur notre territoire. Ça, c'est un petit zoom, on forme les enfants sur les bassins versants euh, et on leur apprend à poser des haies bocagères. Un petit clin d'œil, alors je ne connais pas tout le public que vous êtes, je vous en parle rapidement. On n'a jamais vu la mer bouillir, c'est ainsi. Ce qui assèche, ce qui fait l'évaporation ou l'évapotranspiration, c'est pas tant le soleil, il a son rôle, la chaleur a son rôle, mais c'est surtout le vent qui assèche. Et donc, on sait que les haies bocagères contribuent à le maintien de l'humidité au sol et contribuent à un certain quand le bocage est suffisant, en tout cas, à maintenir un certain rendement sur les cultures, même si c'est compliqué derrière, techniquement, à travailler le sol avec les engins. Euh, Nous sommes en Bretagne sur beaucoup de bocage, parce que c'est une vieille chaîne de montagnes. Donc là, je vous ai mis quelques idées, mais si vous souhaitez qu'on développe un peu plus, on pourra le faire si vous le souhaitez. Mais pour essayer de ralentir la vitesse de l'eau, l'écoulement de l'eau vers la mer. Et notre deuxième champ d'action, c'est de faire en sorte que l'étang se vide moins vite. Et pour qu'il se vide moins vite, il faut moins de consommation à population constante, sachant que nous sommes sur un territoire où on a entre 1,5 et 2% d'augmentation de population tous les ans. Et c'est encore de plus en plus marqué ces 2 dernières années, puisque nous voyons un nouveau public qui s'installe chez nous, des gens du sud de la France, des retraités du sud de la France qui vendent et qui viennent s'installer chez nous. Et ils achètent des résidences secondaires avec peu de consommation à l'année parce qu'ils étaient occupés pendant 2 mois de l'année pour devenir une résidence principale et donc une consommation qui perdure dans le temps. Euh, donc, ça sous-entend là de rentrer dans la sociologie. Et en rentrant dans la sociologie, c'est d'éduquer, acculturer la population sur la présence de cette eau et refaire que cette eau, elle fasse partie du quotidien de l'usager, qui est le même que l'administré, qui est le même que le consommateur. Hein, mais cette même personne, en fonction qu'il soit usager, administré ou consommateur, c'est comme le chauffeur de la voiture. Il va pas forcément avoir la même, en fonction de la casquette qu'il a au moment venu, il n'a pas forcément la même perception des choses, il va pas avoir forcément la même attitude. Et l'idée, c'est d'harmoniser tout ça et de faire un territoire de l'eau avec une culture de l'eau sur notre territoire. Donc, voilà. Euh, c'est de l'ordre du faisable. Et c'est de l'ordre du faisable. En 2022, je vous ai mis ici un extrait. Donc, c'est courbe de consommation d'eau. Donc, c'est l'eau qui rentre dans notre système parce qu'on n'a pas encore la télé-relève chez nous. Donc là, c'est le volume d'eau qui rentre dans notre système des 35 communes. Et donc, bâtonnet qui représente une journée par bâtonnet qui représente une journée. On démarre au 15 juillet jusqu'au 4 septembre. Et donc, ce qui est intéressant, donc c'était une année de sécheresse pour mémoire. Et la population, donc on voit que le 23 juillet, nous avons envoyé un SMS ou un mail à l'ensemble de la population dont on disposait soit du numéro de téléphone, soit de l'adresse mail. Et on voit qu'il y a eu une réaction. On leur a demandé d'abaisser de 30% de leur consommation. Et on voit que ce jour-là, il y a eu un abaissement et ensuite c'est revenu dès le lendemain à la normale. Pour autant, on voit que la courbe, elle diminue. On estime à peu près entre 20 et 25% l'économie fait au niveau entreprise, foyer, y compris touristes, sachant que
juillet-août, pour nous, c'est une référence parce que tout est plein sur notre territoire. Tous les logements sont pleins. Les résidences secondaires sont pleines, les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins. Donc, c'est vraiment là la cartographie de référence chez nous parce que ça nous permet de voir quel est notre maximum. Et quand on regarde entre le 14 juillet et le 15 août, on voit qu'on a un abaissement de 20%. Au-delà du 15 août, ça vaut pas le coup de regarder sur ce système-là, en tout cas, parce qu'en fait, les gens quittent les logements résidences secondaires, enfin, ils quittent les touristes s'en vont progressivement. Et là, c'est plus tout à fait représentatif, ça peut être lié à un départ de population. Mais entre le 14 juillet et le 15 août, on sait que tout est plein. Et là, on a vu un abaissement en fait, de la consommation alors qu'il faisait grand soleil à cette période-là et absence de pluie, rappelez-vous. C'est aussi une période où on a accepté, alors sur la courbe, on voit un 13% d'abaissement. Et nous, on donne entre 20 et 20% d'économie, enfin 20-25% d'économie d'eau dans les foyers et entreprises. C'est parce que pendant cette période-là, tout juin, juillet, août, septembre, octobre, euh, toutes les semaines, nous avions entre un et 3 branchements neufs supplémentaires à poser en urgence parce que les sols étaient secs. Donc, pour donner de l'eau aux activités économiques, notamment des agriculteurs, pour pouvoir poursuivre l'abreuvement des animaux. Euh, pour réduire les usages, on communique via nos réseaux sociaux chez nous sur toutes les économies d'eau, enfin sur tous les arrêtés préfectoraux. Et l'on communique également avec un petit personnage une petite goutte d'eau qui est verte à rouge. Et quand elle est verte, l'eau elle passe par-dessus le barrage de Beaufort. Et l'idée, c'est de rattacher la population à l'ensemble à la consommation en fait, à l'existence de ces retenues, c'est-à-dire remettre en lien l'environnement, la nature, avec la population. Et quand le petit bonhomme il est vert, on peut nettoyer sa terrasse, on peut nettoyer les murs de sa maison, le muret, ce genre de choses. Et dès qu'on rentre en vigilance, la petite goutte d'eau qui est jaune, alors dans tous nos réseaux de communication, on dit hop, attention, nous sommes en vigilance, on passe en mode dégradé et tous nos discours s'adaptent en fonction de la couleur de la petite goutte d'eau sur notre territoire. Et évidemment, plus les contraintes sont importantes, plus on signale, plus nous signalons les contraintes. Je passe par une autre porte d'entrée. Et pour acculturer notre population, nous avons également un outil qu'on appelle chez nous un référentiel. Et notre référentiel, c'est de dire que le volume essentiel, donc ça c'est en travaillant avec les services sociaux, le volume essentiel, il correspond à 40 litres par jour et par personne, ce qui correspond à 15 mètres cubes par personne par an. Et ce volume essentiel, il sert ben, à l'objet même du produit alimentaire eau potable, c'est-à-dire à s'hydrater, cuisiner, rester propre. Au-delà, c'est soit un volume technique parce que mon ballon d'eau chaude, il est loin de ma douche et je jette les 5 premiers litres tous les matins, fois le nombre de personnes. Voilà, soit parce que j'ai trop de pression, alors dès que j'ouvre le robinet, ça coule très fort alors que ça pourrait couler très doucement. Soit c'est un volume technique, soit c'est un volume loisir, c'est-à-dire je reste 15 minutes sous la douche au lieu de 3 minutes environ. Soit j'ai une piscine, soit enfin, voilà, c'est du volume confort, on va dire. Et donc, dans toutes nos campagnes de communication, quel que soit la source utilisée, le support utilisé, nous distinguons ces trois volumes. Et ça, c'est intéressant pour le public quand on le rencontre, parce que autant on ne peut pas agir sur le volume essentiel des 40 litres par jour, autant nous pouvons faire un investissement pour le volume technique, pas forcément aujourd'hui, mais nous pouvons faire un investissement sur le volume technique et nous pouvons modifier notre attitude sur le volume loisir. Donc, on lance des petits défis, voilà, à retenir que 40% va à la douche et 20% au WC sur une consommation d'eau. À retenir aussi des exemples en volume technique. Donc, les produits phares, c'est d'agir sur la pression du réseau avec le réducteur de pression, le calibre entre 1 et 1,5 bar.
On ne jette pas les premières eaux de la douche. Le goutte à goutte du ballon d'eau chaude, qu'est-ce qu'on en fait? Et travailler sur le volume de la chasse d'eau. Donc les plus rentables, hein, c'est le réducteur de pression, le limiteur de débit. Mais tout ça, je vous le laisse, hein, vous en prendrez connaissance. Donc des plus rentables aux plus originaux. Et en volume loisir, bah, le plus rentable, c'est la toilette de chat. On n'est pas obligé de se laver avec une douche tous les jours. Confirmation par votre coiffeur et votre dermatologue. Par contre, la toilette intime, évidemment, est à faire. Jusqu'à le plus original, nous sommes le long de la côte, donc la douche solaire pour se rincer, puisque chez nous, c'est un des grands sujets, c'est la douche du 14 juillet, du 15 août, en sortie de plage. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler sur ces volumes. Et depuis 2024, nous avons un plan stratégique pour 2023-2030 ou 2024-2030, que nous avons construit. Je vais vous montrer le format tout à l'heure. Que nous avons construit avec mes élus au sein du syndicat et que nous avons, dont une partie, nous l'avons contractualisé avec, dans le cadre d'un nouvel contrat de délégation de service public, une concession de service public, 2024-2030, 7 ans. Et sur 7 ans, on a pour objectif sur notre territoire de passer de 80 mètres cubes par an et par abonné à 70 mètres cubes par an et par abonné, sachant que nous avons conscience que la population elle augmente et que la nouvelle population, on a une nouvelle population qui vient s'installer dans les résidences secondaires. C'est quelque peu ambitieux, mais il faut bien se fixer des objectifs. Voilà. Donc ça, c'est contractualisé. Ça veut dire que si notre exploitant n'obtient pas ces résultats au fil des années, il s'auto-pénalise. Donc pour établir notre plan stratégique, ça c'est le premier plan. C'est celui que nous avons co-travaillé avec l'Agence de l'eau. Donc l'idée, c'est autour de l'usager de travailler sur la stratégie financière, permettre à l'usager d'être acteur grâce à la mise en place de la télé-relève. Et donc, il a un outil sur smartphone pour constater jour par jour, voire heure par heure, pour ceux qui en font la demande. Ben voilà, j'ai mis en place une nouvelle action, un nouveau comportement au sein de mon foyer. Et le lendemain, je peux constater le résultat. Et ils ont superbement bien travaillé. La petite tribu familiale fait la fête et poursuit donc son action. Voilà, ça nous permet également d'avoir de la donnée, des datas, hein, pour les sages, pour le préfet, enfin, voilà, les différents services, y compris nous, et savoir où est-ce on oriente, on adapte notre stratégie de communication, qui est le deuxième volet. Donc la communication, pour mémoire, c'est de la sensibilisation, de la facilitation, de l'éducation et de l'expérimentation. Donc nous travaillons sur les 4 volets de la communication. Sensibilisation, de plus en plus, on délègue à d'autres collectivités d'ordre plus général. Nous avons également les services de l'État, la région, qui communiquent via la sensibilisation. Et nous, de plus en plus, en tant que collectivité de terrain, nous travaillons sur l'expérimentation avec le lycée Verger de Dole, donc un lycée d'agriculteurs. Et là, concrètement, on rentre à l'intérieur, on va dans leurs locaux et on travaille sur les économies d'eau, par exemple, et pas que, sur les bocagères également, pour vous donner des exemples. Et le troisième volet que nous avons travaillé avec l'Agence de l'eau, c'est l'anticipation hors sec, parce que nous n'aurons pas de nouvelles ressources avant 10 ans, nous le savons. Le syndicat de production ne peut pas nous obtenir de nouvelles ressources avant 10 ans. Donc, statistiquement, nous allons connaître donc des ruptures d'alimentation. Donc, on est en train de préparer notre réseau avec les gars. Et l'idée, c'est de travailler quartier par quartier et de mettre un réducteur de pression et un petit branchement pour pouvoir alimenter 235 logements, par exemple. Nous faisons des tests en réel et c'est des tests grandeur nature, c'est-à-dire que pour régler ce bypass que nous installons, pour alimenter ce quartier, eh bien, pendant 4 jours, nous mettons la population, qui est préalablement alertée, en condition sécheresse, en condition plan hors sec, et ça nous permet de maintenir en eau le réseau, c'est-à-dire pas d'entrée d'air. Pour autant,
Les gens, c'est compliqué pour prendre une douche. Pour autant, quand tout le monde consomme en même temps, il y a de telles forces de frottement que dans les tuyaux, dans le petit tuyau branchement, réducteur de pression, que il y a des gels. L'eau, elle coule tout doucement. Et ça force les gens à faire attention. Et derrière, cette expérimentation de 4 jours, nous passons faire du porte-à-porte. Donc pour l'instant, c'est moi qui le fais pour pouvoir apprendre, comprendre, faire évoluer, notre démarche et donc du porte-à-porte et quand on fait le porte-à-porte, les gens, ils se disent: «Ah oui, mais pour de vrai, on peut manquer d'eau?» parce que, finalement, c'est quelque chose qui semble impossible tellement le système fonctionne bien. Voilà. Ça, c'est un plan stratégique, c'est le premier qu'on a mis en place courant 2023. Il y en a pour 5 600 000 € sur nos 35 communes, avec une contribution de 70 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ce qui fait qu'on est à 1,7 million à peu près d'autofinancement. Ça, c'est la suite que je vous laisserai en prendre connaissance, vous pourrez, accéder, en travaillant dessus, enfin, quand vous lirez les documents, où on rajoute un volet urbanisme et le volet, heu, territoire de l'eau, agrémentation, de l'eau dans l'esprit des gens et pas que, tout autour. Parce que ça sert à rien que Beaufort fasse des efforts si, si au les voisins ne contribuent pas de la même manière, en fait. Puisque c'est un grand partage de l'eau, au moins au niveau à l'échelle Bretagne, mais et pas que, hein, c'est à l'échelle nationale, voire européenne. Voilà. Ça, je vous le laisse, c'est pareil, c'est un outil de travail pour nous. Voilà. Pour conclure, nous sommes tous les hommes et les femmes de l'eau. Nous sommes tous concernés et c'est ainsi que nous faisons notre approche, auprès de l'ensemble des partenaires, des parties prenantes dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'urbanisme, auprès des élus, auprès de la population, voilà. J'espère que ça vous aura convenu et surtout, vous n'hésitez pas à rebondir. Merci beaucoup Séverine. C'était très, très complet, beaucoup d'informations. Ouais, j'ai essayé Je de Non, non, mais il y a vous excusez pas, hein, c'est au contraire, ce qui était attendu et je pense qu'effectivement, il y a matière, comme vous le dites, à rebondir, sans doute. Donc on est, une douzaine, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que d'ores et déjà, certaines d'entre vous, souhaitent poser, quelques questions donc, à Séverine Boursery, sachant comme, cela a été souligné, hein, qu'évidemment le PowerPoint sera à disposition, de l'ensemble donc, du réseau capteur sur notre site. Je vois qu'il y a dans le chat, un petit message qui nous dit que c'était très intéressant. Merci beaucoup. merci. Heu, mais donc, voilà, vous avez la parole. Il est 10h20, donc on a une dizaine de minutes pour échanger. Voilà, n'hésitez pas donc à intervenir. Donc il y a Antoine Verochovski qui, souhaite intervenir et Oui, poser juste une une question. question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, C'est bon. allez-y. En fait, c'était savoir si, sur votre expérience de BIPAS et de Oui, tests ouais. réels de sécheresse, est-ce que vous avez l'expérience, vous savez s'il y a un réseau d'autres collectivités en France qui le font? Est-ce Non, qu'il y a un réseau d'échange là-dessus? non, j'ai, dans tous mes réseaux, donc je fais partie du réseau FNCCR, le ASTI, ces réseaux-là, j'en ai jamais entendu parler. C'est un truc, en fait, avec la sécheresse 2022, quand on s'est aperçu que, et là, la sécheresse est dure et dure et dure et on n'a pas de nouvelles ressources. Alors on demande une nouvelle ressource, mais il y a pas de nouvelles ressources et on demande des unités mobiles, mais il y a pas d'unités mobiles et on s'est dit: «Eh les gars, faut qu'on trouve une solution» et là, on s'est tous regardés, on a dit: «Bah, faut protéger notre réseau» parce qu'en fait, nous, notre une grosse inquiétude, c'est la rentrée d'air. Parce que l'air qui rentre dans notre réseau, ça après bah, il faut purger et purger en pleine période de sécheresse, c'est juste pas imaginable, voilà et nous, nous sommes en campagne et en campagne, nous serons les premiers «punis» entre guillemets, par le fait que, bah, si on se met à la place du préfet, le préfet, il va vouloir, donner l'eau aux entreprises, enfin aux établissements de soins et ça, c'est légitime, mais au plus grand nombre ensuite et après, des zones rurales, quoi. Donc on sait qu'on sera les premiers à être impactés. Donc on a voulu anticiper ça pour et trouver des solutions qui nous permettent puisqu'on a la chance, et qu'on a tout fait pour mettre en on a tout fait pour, hein, d'avoir un réseau qui est relativement étanche, bah, vraiment abaisser la pression,
pas partout parce qu'il faut de la défense incendie, mais vraiment sur un grand nombre de quartiers. euh, et puis maintenir ces réseaux en eau, quoi. Et complément sur la partie âge du moyen du réseau qui est très jeune, en fait, par rapport Ouais, à des âges ouais. qualifiés de centaines d'années, une centaine d'années en moyenne, je pense, c'était lié à des travaux récents, en fait. Oui, vous avez fait Alors, beaucoup de... il y a deux de- choses. Le Voilà, premier, c'est merci. que nous sommes en cours de développement, enfin, nous sommes sur un territoire qui est en croissance. Donc, j'ai des lotissements, voilà. Et nous, on pose dans tous les lotissements tout PEHD, coffret de façade. Et c'est nous qui faisons les travaux. Comme ça, les pannes, c'est tout le temps les mêmes. Et quand on connaît les pannes, on est réactif derrière. Donc ça, c'est le premier élément aux 34 ans d'âge moyen. Et le deuxième élément, c'est que nous avons, enfin, moi, quand je suis arrivée, il y avait une enveloppe financière de disponible. On a très bien négocié un contrat de 40 ans avec notre exploitant. Ça s'est trouvé comme ça. Donc on s'est retrouvé avec une recette importante et nous avons investi dans les secteurs les réseaux où il y avait les réseaux de l'entre-deux-guerres, hein, entre 14-18 et 39-45, on avait de la vieille fonte de cette génération-là qui fuyaient, et tout le temps au même endroit, un collier de branchement. Et les pannes, ce sont tout le temps les mêmes, majoritairement, c'est le boulon qui est situé en dessous du tuyau, enfin le boulon du collier de branchement, celui qui est situé en dessous. Hein, c'est souvent ces pannes-là qu'on peut avoir. Et puis après, bah, c'est de l'investissement de masse, hein, comment optimiser les investissements, on regroupe géographiquement, on regroupe par nature de tuyaux pour faire des économies d'échelle aux achats fournisseurs, faire des économies de déplacement par les entreprises, faire des économies de gestion de dossiers, enfin, tous ces petits machins qui nous permettent de sortir des marges de manœuvre. Et le fait qu'on ait économisé de l'eau aussi, de l'achat d'eau, on est passé acheteur d'eau aussi en 2014. Et le fait de passer acheteur d'eau tous les ans, 100 000 euros d'économie, d'achat d'eau, etc. Donc ça nous a permis aussi d'avoir de la marge financière pour pouvoir investir dans les tuyaux ou beaucoup dans la secto. Merci, merci Séverine. Alors, il y a Axel Hotelet, le directeur d'Alter, qui voulait poser une question. Oui, merci Antoine. Merci Séverine, hein, c'était effectivement très très intéressant. Ouais, chouette. J'ai écouté surtout, enfin j'ai écouté tout, mais j'ai entendu à la fin que vous évoquiez les problématiques interterritoriales, parce qu'évidemment, comme Oui. les sujets de l'eau, comme plein de sujets autour de l'air Mhm. ou d'autres, on sait bien que les frontières ne s'arrêtent pas Voilà. aux D'où limites ma des frontières présence parmi françaises. vous aujourd'hui, le partage. Je suis prête à. Enfin, j'ai faim, donnez-moi à manger. Et puis en même C'est temps, je ça. suis Oui, prête oui, à je pense que c'est discuter, quoi. intéressant qu'on Ouais. puisse aussi, peut-être par le réseau capteur, donner des expériences Ouais, j'ai intéressantes vu, il y a en plein de région trucs intéressants. Bourgogne-Franche-Comté. Et simplement, je voulais revenir à ce sujet, parce que je l'entendais, alors c'est pas en Bretagne, c'est dans un territoire du Sud que je ne nommerai pas, mais que certains réseaux d'eau perdent jusqu'à 60%. Mhm. Il y a des fuites à hauteur de 60%, ce qui est énorme. Et Oui. donc, évidemment, dans les relations interterritoriales, la question se pose quand une communauté ou un syndicat, en l'occurrence un territoire, essaye d'avoir une démarche plutôt vertueuse et se Mhm. trouve confronté au territoire d'à côté qui, pour le coup, lui, est à 60% et Mhm. qui, pour des raisons diverses et variées, notamment financières, ne peut pas avoir peut-être la même démarche que vous pourriez avoir. Et donc, du coup, vous avez parlé de cette relation-là, enfin, cette interrelation. Comment Mhm. vous y prenez en matière de dialogue interterritorial sur ce sujet? Alors ça, c'est le rôle des élus. Mm. C'est le rôle des élus. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un président actif. Nous travaillons sur la co-construction avec l'ensemble des acteurs. Alors, par exemple, Beaufort. En fait, les retenues Beaufort-Mirabel, ils appartiennent au syndicat des eaux de Beaufort. Et l'on pourrait être, en fait, si on s'isolait et qu'on portait la compétence à la fois production et distribution, on serait excédentaire en eau. Et on pourrait revendre l'eau à au tarif qu'on veut. Enfin, voilà, on pourrait. Grand plaisir. Sauf que c'est pas ça que mes élus de territoire veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la solidarité. Et donc, ils ont confié la production à un territoire plus grand pour emmener avec eux la ville de Saint-Malo, la ville de Dinard, enfin l'ensemble des communes environnantes. Et pour mettre en commun donc la retenue Beaufort-Mirabel et la retenue Bois-Joli qui est de l'autre côté. Et sachant que de l'autre côté, ils sont excédentaires en eau également par rapport à leurs consommateurs. Et donc, mettre tout ça en commun et développer un esprit commun. Et donc, ça, c'est du jeu politique, c'est-à-dire que c'est aux élus hop, de force de proposition, de porter des idées, voilà. Et moi, en tant qu'ingénieur, mon job,
c'est de créer des rendez-vous. Donc, à chaque comité syndical, je transmets des informations, c'est convenu avec mon président. Et ponctuellement, une fois par an, j'organise une séance d'intelligence collective avec mes élus. Alors, la dernière fois, c'était sur l'urbanisme. Et nous avons créé là, le petit volet supplémentaire urbanisme là, sur le petit graphique. Et ça permet de co-réfléchir. Et ensuite, hop, on organise, on provoque des rencontres avec nos voisins à l'échelle d'eau du Pays de Saint-Malo, portés par Eau du Pays de Saint-Malo. Et c'est très bien. Et donc, ça permet, tac, 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 de partager, de diffuser des idées de cette manière. Et là, on est vraiment dans le jeu politique. On a un autre atout, hein. On a un parc naturel qui est en cours de construction. Et ça contribue aussi. Hein. C'est un lieu, pour ainsi dire, apolitique, où il peut y avoir des échanges peut-être un peu plus facilement que dans des structures très, très politisées. Hmm. Mm. Ok, merci. Merci Séverine. C'est vrai que Mm. vous parlez des élus et du portage politique, et C'est- vous nous donnez quelques pistes d'action. Ah non, mais c'est fondamental. Et un des grands outils qu'on a sur notre territoire, chez nous, on a un quorum à 70%. On a 70% de nos élus qui sont présents. Et ça, c'est vraiment lié. On a détaché nos statuts des volumes d'eau par commune ou par EPCI à fiscalité propre, puisque c'est eux nos adhérents. On en a 3. Et vraiment, on a un référent par commune, par centre-bourg, et le même référent avec son suppléant qui est en même temps ambassadeur. Et comme à chaque comité, on redonne des petites nouvelles, enfin voilà, on apporte de la matière, ça se diffuse derrière aussi. Hein, mais ça se joue dans le temps, hein, c'est de la communication, donc c'est du temps. Bien. Alors, on peut reprendre une petite question si l'une d'entre vous souhaite justement une précision ou apporter un complément par rapport à ce que disait Séverine Boursery. Bon. Pas de. Dis-moi, Est-ce je vais qu'il y aurait. avoir. Pardon? Moi, je vais avoir. Vous avez une Oh, question? moi, j'ai. D'accord. Alors, bah, écoutez, vous êtes l'invité, donc je vais vous laisser Merci. poser peut-être la dernière question avant effectivement qu'on retourne les uns et les autres vers nos occupations préférées. D'accord. C'est à vous. Alors moi, j'ai une sollicitation à faire. Donc, dans notre réflexion, on est arrivé à la conclusion que c'est fini l'époque où on réfléchit au mètre cube. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est réfléchir au litre. C'est-à-dire se mettre à la place de l'usager. Et l'usager, quand on lui dit 15 mètres cubes, il dit 15 mètres cubes, ça paraît immense. Enfin, voilà. Par contre, quand on lui dit 40 litres par jour et par personne, là, ça, pour la prise de conscience, là, c'est palpable. Voilà. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place la facture au litre. Et donc, j'organise un groupe de travail. Donc, tous ceux qui veulent contribuer, tous ceux qui veulent participer, qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez. Et puis, on co-travaille ensemble. Je vous intègre à mon petit groupe de travail. L'idée, c'est qu'au niveau national, progressivement, nous œuvrons vers la facture au litre. Et pourquoi pas facturer les 40 premiers litres moins cher. Ça, Bon. c'est encore une Bon. autre étape. Dans ce groupe de travail, vous avez déjà d'autres régions, Ouais, justement? ouais, pour l'instant, je suis très géographique, mais j'ai Rennes, j'ai Dinan, j'ai Saint-Malo, enfin, voilà, j'ai plusieurs collectivités, j'ai Fougères. Enfin, après, c'est des petites communes, des petites structures. Mais voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et vous avez vocation donc à l'élargir au niveau un peu plus national, c'est ça? Enfin, Euh, l'idée, c'est d'avoir. c'est Ouais, ça, c'est d'élargir le réseau. très bien. Bah, l'appel est lancé, je le relayerai moi de toute façon dans le Bien. réseau capteur avec vos coordonnées. Merci. Et puis effectivement, je pense que voilà, il y aura, je le suppose, des retours. En tous les cas, merci beaucoup Séverine Boursery. Merci à toutes et tous ceux qui ont participé donc à ce premier café de l'année. Le prochain aura lieu en mars. Et l'intervenant ou l'intervenante n'est pas encore connu, mais on vous informera évidemment très rapidement. Et puis vous pourrez retrouver l'intervention donc de Séverine sur le site d'Alter, ainsi donc évidemment que la ressource, en l'occurrence le PowerPoint que Séverine vous nous mettez à disposition. Oui. Oui, Mm. voilà. Mm. Et encore une fois les coordonnées pour pouvoir eh bien vous interroger plus directement. D'accord, super. Pas de souci. N'hésitez pas. C'est une Merci richesse dans beaucoup. les deux sens.
Merci encore, merci à toutes et tous, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.